Moi, j'ai fait moins de ronds-points que François et Gilles. J'en ai fait 20-25. 20-25. Je suis allé à Montpellier, je suis allé à Avignon, à Romans, du côté de Metz, du côté de Dossel, dans les Vosges. Je suis allé à Chartres, Dreux, à Élancourt, à Lorient et quelques autres que j'oublie en ce moment. Mes flashs les plus importants, c'est à Avignon, une femme d'une trentaine d'années, aide-soignante, qui me dit « Moi, j'avais jamais fait de politique ni de syndicalisme. J'ai plus appris en 3 semaines qu'en 30 ans de ma vie. » Et tous ces gens ont évolué à une vitesse bousculée par tous les événements de façon étonnante, mais normale. Ça se passait déjà comme ça en mai 68. Parce qu'en mai 68, les gens qui rentraient dans le mouvement, 3 semaines après, ils faisaient de la politique comme s'ils en avaient fait depuis des années et des années. J'ai vu du côté de Reims, à côté de Châlons, un gars, il avait plus de bites que moi, il avait 55 berges, j'ai été plus jeune. Il travaillait dans la Luzerne. Et la Luzerne à Châlons, pour ceux qui connaissent, ça sent dans toute la ville quand il y a une campagne de Luzerne. Et il me dit, mais moi aussi, j'ai jamais fait de politique. C'était le leitmotiv. Et il dit, maintenant, j'en fais jusqu'à 11h du soir. Je réponds à tous les mails. Alors, je me suis engueulé avec ma femme. Alors, je lui ai dit, t'as qu'à en faire aussi. Eh ben, elle en fait aussi. Donc, tous les soirs, on répond jusqu'à 11h du soir. Et le gars n'avait été pareil. Ni syndiqué, ni dans un parti, ni rien. Une fois, il me dit, j'ai voté pour monsieur Berthiaud. C'était le gars qui était à la mairie de Châlons. C'était mon pote. Il était à côté de moi, mais il le connaissait pas. C'est la seule fois de ma vie où j'ai voté. Ensuite, j'ai vu, c'était à Lorient. Je ne l'ai. C'était la dame qui m'accueille. Elle m'avait fait venir, elle m'a fait faire 14h jusqu'à 23h. Il y avait 50 sur le rond-point toute l'après-midi, il y avait 150 environ vers 17h, puis après c'était en ville. Alors il y avait 250. Elle est venue me chercher à la gare parce qu'elle me dit je veux parler plus longtemps avec vous. Moi, même chose, j'ai jamais fait de politique. Elle avait 61 ans, elle était assistante sociale, elle était catholique, elle me l'a dit 10 fois, et elle était l'aînée d'une famille de 11 enfants. Je lui dis, elle me dit on va toutes les semaines à Paris. Je dis quoi? De Lorient? Elle me dit, on loue un car, on est 25. Alors, c'est pas toujours les mêmes, mais on était au Fouquet's. Je dis, vous étiez au Fouquet's? Alors, je lui dis, mais comment vous faites? Vous respirez? Ah bah oui, on respire, mais vous avez des ennuis. Ah non, parce qu'on se tient. Alors, on se lâche pas. Donc, on est 25 au départ, on est 25 à l'arrivée. On résiste à tout, on se lâche pas. Alors, c'est pas toujours les mêmes, mais on continue, on y retournera. Et après, c'était Élancourt. Élancourt, c'est un meeting avec 500 personnes. Alors, c'était un stade. Alors, de chaque côté, il y en avait 250. Et c'est pas facile de parler à un stade vide avec 250. On a commencé, il y avait Lucilia. Voilà. Et elle était là, puis ensuite, après, les questions. Les questions, c'était quid de la pension de réversion? Qu'est-ce que c'est un délégué du personnel? Pourquoi on n'a pas ce droit-là dans mon usine? Pourquoi celui-ci, il a eu là? Ça a duré de 20h à minuit et demi. Minuit, il n'y a pas une personne. Voilà. Dans les meetings, quand vous faites un meeting avec 500 personnes pendant 4 heures, les gens s'en vont. Non, la personne n'est partie. Tout le monde voulait apprendre pendant l'ensemble de la réunion. Puis après, j'ai dû faire 9 fois la projection de Gilles Perret et de François Ruffin. J'ai vu des gens en larmes, j'ai vu des gens applaudir, j'ai vu des gens debout, parce que c'était leur vie quoi, qui passait là. Moi, j'en ai tiré une conclusion, c'est qu'en fait, j'étais gilet jaune depuis que j'étais tout petit. Je ne le savais pas jusque-là. Mon père aussi devait être gilet jaune. Il avait son bleu de travail. Il n'avait pas de ceinture, il mettait sa ficelle. Mais je savais que c'était nous. Et je savais pourquoi ils se mettaient tous en mouvement de cette façon-là. Parce que dans les années précédentes, tous les mouvements syndicaux, il ne faut pas jeter la pierre aux organisations syndicales. Il faut jeter la pierre au fait qu'on n'a pas créé le rapport de force suffisant à la fois pour bousculer Hollande et renverser les lois El Khomri. Si on l'avait fait, beaucoup de choses auraient changé. Mais comme on ne gagnait pas, ces gens se sont dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Si nous ne le faisons pas, personne ne le fera plus. Et d'un certain point de vue, c'est un coup de pied au derrière de ceux qui n'ont pas gagné avant. Mais en même temps, c'est un espoir pour nous absolument fantastique que le bas, alors je ne dis pas dire le bas, la partie la plus exploitée du salariat se mette en mouvement. Alors la partie au supérieur, elle n'a pas bougé. La partie intermédiaire, elle a eu des sympathies. Et la question est comment la jonction, puisque tu parlais de ça, Marinette, peut se faire entre tout ça. Mais moi, quand c'était le 23 novembre, j'ai dit à mes amis, c'est une situation pré-révolutionnaire. Alors ils m'ont engueulé, ils m'ont dit tu dis ça tout le temps. Je dis oui parce que je l'espère tout le temps.
et que face à Macron, c'est ce genre de choses qu'il faut avoir. Parce que si on n'a pas ce genre de choses généralisées, on ne gagne pas face à Macron. Et si on n'a pas ce genre de choses, on ne pousse pas non plus à l'unité de la gauche. Parce qu'elle se fera pas sans qu'il y ait une pression très forte du mouvement social. Et donc on avait là, tout le début, on l'a encore. Moi je dis que quand Macron dit cet été, c'est pas fini, et il est maître en la matière. Si Macron lui-même dit c'est pas fini, c'est faut l'écouter. C'est que ça va, c'est qu'il y a des racines pour que ça continue. Et les racines pour que ça continue, elles ont été dans 3 réunions dont on parle pas assez. La première, c'est celle de, c'était Commercy. La deuxième, celle de Saint-Nazaire. Et la troisième, celle de Monceau-les-Mines. Et il y aura la 4e à Montpellier, là, bientôt. Moi, je sais que j'ai lu l'article dans Le Monde parce que je pouvais pas être à Monceau-les-Mines. Et j'ai lu le texte qu'ils ont adopté. Mais enfin, si ces gens-là étaient comme l'aide-soignante du début à Avignon, ce texte est anticapitaliste du bout jusqu'à l'autre. Il fait un programme qui pourrait être celui de la gauche unie. Il touche à toutes les revendications sur la réduction du temps de travail, sur les retraites, sur la répartition des richesses, sur la réforme fiscale, sur l'ISF, à peu près tout. Il parle des hôpitaux, il parle de tout, ce texte. Donc quelque part, il y a une maturation où c'est la partie la plus exploitée du salariat, c'est rare dans l'histoire, qui prend le devant. Alors, c'est pas nouveau ça, je sais ça, parce que si vous analysez, on pourrait jamais le faire, puis c'était une autre société. Mais ceux qui ont fait tomber le tsar en 17, quand ils sont sortis du quartier de Viborg, qu'ils ont traversé la Neva qui était gelée, ils ont pu le faire parce que le fleuve était gelé, parce que sur les ponts, ils se faisaient tirer. Mais ces gens-là, ils étaient tous gilets jaunes. T'avais une société 90% analphabète et 90% antisémite à l'époque. Il n'y a jamais de révolution pure. Les gens viennent avec leur motivation et apprennent en cours de route. Et quand ils apprennent les uns les autres, ceux qui ont peur, ils n'ont pas de raison. Enfin, nous, on n'a aucune raison d'avoir peur. Parce qu'on doit avoir confiance dans notre propre classe sociale. Et c'est quand notre propre classe sociale se met en mouvement, le résultat, il ne peut être que bon pour nous. Et évidemment, il faut être avec elle, il ne faut pas lui dire dès le premier jour, vous êtes des fachos, etc. Ça fut une erreur grave. Je partage ça. Mais ça a quand même été rattrapé un peu après. Hein. Après, maintenant, on parle effectivement du mélange des couleurs. Je voudrais juste dire, moi, cet été, par le hasard, il est là, l'éditeur, mais ils m'ont fait éditer, faire une préface à un livre sur la Révolution française qui est de Pierre Kropotkin. Alors je l'avais lu il y a 40 ans, j'avais oublié, mais ce livre est fantastique. C'est pas un livre sur le tiers-état, c'est un livre sur le quart-état. Et il explique comment, pendant toute la Révolution française, les conventionnels inclus étaient poussés. Il décrit les sectionnaires de Paris. Alors il le fait d'après les archives de Londres, parce que Kropotkin était à Londres et les Anglais avaient piqué toutes les archives à Napoléon en 1815. Mais à partir de là, il donne des éléments sur la poussée de la base et la façon dont elle s'est opérée. Mais ceux de 1788 étaient des gilets jaunes. Et ce mouvement-là était quelque chose qui parcourt absolument. Moi, j'ai tellement lu avec contentement ton livre, on le voit courir, et que nous avons donc là quelque chose d'énorme pour nous autres, à condition qu'on soit à la hauteur. Parce que la hauteur, c'est plus la question des groupes, François, c'est quand même la question de l'unité de la gauche. Je pense qu'aujourd'hui, les partis de gauche qui sont pas pour l'unité sont criminels quelque part. Parce que s'il n'y a pas une réponse qui soit un enjeu, là, on a Macron, si on bat pas Macron, on aura Le Pen. Et la course de vitesse est engagée. Macron amène Le Pen. Et s'il n'y a pas une issue en face, tout ça peut être parfaitement gaspillé. Et pour que ça soit pas gaspillé, il faut l'unité de la gauche. Il faut prendre les moyens pour. C'est une question vitale. Il faut se mettre autour d'une table. Il faut faire un comité de liaison de toutes les partis de gauche. Il faut obliger les plus réticents à y venir, avoir l'honnêteté de dire on va travailler ensemble. Et pas croire que l'un va passer par-dessus l'autre. Parce que sinon, on n'aura pas la réponse, ni pour les gilets jaunes, ni pour les couches supérieures du salariat, pour qu'elles se battent ensemble et qu'on gagne dans la course de vitesse qui est engagée contre Macron.